Après les armes chimiques, quelles sont les autres armes dont il faudrait interdire l'existence? À défaut de pouvoir les interdire, quelles mesures permettraient de réduire le nombre d'armes dangereuses pour la sécurité internationale? Si vous voulez, on a souvent parlé, et je crois que ça c'est la chose principale, on a souvent parlé des armes de destruction massive. Alors c'est quoi les armes de destruction massive? Les armes A, B, C, atomiques, biologiques, chimiques. Ça c'est les trois grandes catégories d'armes qui sont dites de destruction massive parce que justement ce sont des armes dont il est très difficile de circonscrire les effets, hein, qui ont des effets qui peuvent déborder, et puis donc qui au fond transgressent un des principes fondamentaux du droit humanitaire qui est la distinction entre les militaires et les civils. Alors pour le moment on peut dire dans ces trois, les armes chimiques sont les mieux couvertes. Parce qu'il y a une interdiction, il y a un système de contrôle, il y a des destructions. Les armes biologiques qui ont aussi fait l'objet d'une convention en 1972 ont par contre le défaut de ne pas avoir de système de contrôle. Donc il y a un principe d'interdiction, y compris de la fabrication et du stockage de ces armes, mais il n'y a pas de système de contrôle. Et là, ces dernières années encore, il y a eu, ça répondra à une de vos questions suivantes, il y a eu tout un débat sur cela, en disant mais il faut absolument qu'il y ait un système de contrôle comparable aux armes chimiques pour les armes biologiques. Parce que les armes biologiques, ça c'est un très grand danger. Parce que de nouveau, c'est comme pour les armes chimiques, il y a la biotechnologie, il y a une recherche extrêmement développée dans ce domaine, mais quelle est la différence entre un vaccin et puis une arme biologique? C'est une question de dosage. Hein. Vous dosez un petit peu plus et puis le vaccin devient une arme. Un médicament, c'est du poison si c'est pris à haute dose. Hein. Et là, il y a un grand risque. Et il y a pour le moment les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un mécanisme de contrôle, un peu pour la même raison que pour l'arme chimique, parce qu'il y a des enjeux économiques énormes dans la recherche biologique. La biotechnologie, c'est vraiment la recherche de l'avenir et du présent, hein, qui est extrêmement développée. Et il y a cette crainte alors qu'il y ait de l'espionnage, et ils ne sont pas mis d'accord. Et il y a quelques années, le CICR a justement tirer un peu la sonnette d'alarme en appelant, j'anticipe un peu de vos questions suivantes, à la responsabilité des scientifiques dans ce domaine. Parce que si vous voulez, s'il y avait une espèce de conscience qui s'est réveillée, en tout cas chez les scientifiques qui sont occupés de nucléaire, on n'a pas quelque chose de, c'est pas Einstein après coup, les grands scientifiques nucléaires ont mis en garde, se sont rendus compte au fond qu'ils avaient joué avec le feu, avec l'arme nucléaire. L'arme biologique, on n'a pas tellement quelque chose de semblable, et finalement, c'est une grande menace que nous avons, je pense, j'appelle le dire pour ne pas donner de mauvaises idées à ceux qui en auraient, c'est le terrorisme biologique. Parce que c'est quelque chose qui pourrait se produire et qui n'est pas si compliqué. Hein. Simplement, c'est de maîtriser des microbes et puis de les répandre. Donc là, il y a un grand problème. Non pas l'interdiction existe, mais d'un système de contrôle beaucoup plus sérieux qui soit fait. Et puis, il y a le problème de l'arme nucléaire qui n'est pas encore tout à fait réglé. Bon, l'arme nucléaire n'a plus été utilisée depuis Hiroshima et Nagasaki, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez. Et puis, on peut espérer qu'elle ne le sera plus, mais les États n'ont jamais voulu vraiment l'interdire. C'était la fameuse dissuasion nucléaire. Ils disaient, au fond, c'est la manière, surtout quand il y avait la guerre froide, entre l'URSS et les États-Unis, la manière de se auto-neutraliser. La menace nucléaire est tellement forte qu'on n'osera plus faire la guerre. C'est un petit peu cette espèce d'équilibre de la terreur. On appelle ça équilibre de la terreur. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup plus d'États qui ont l'arme nucléaire qu'à l'époque. Il y a l'Inde et le Pakistan qui sont des pays, par exemple, qui sont quand même
tension permanente entre l'un et l'autre arme nucléaire. Il y a la Corée du Nord, on sait qu'elle a l'arme nucléaire. Donc l'idée de cet équilibre de la terreur est dépassée. Alors après, il y a eu un traité dit de non-prolifération de l'arme nucléaire, c'est-à-dire c'était l'idée, ça existe encore, que les puissances nucléaires pouvaient la garder, mais les autres États n'avaient pas le droit de prendre l'arme nucléaire. Mais en compensation, on leur fournissait du nucléaire pacifique, de l'énergie nucléaire, la technologie, en compensation du fait qu'ils n'acquéraient pas l'arme nucléaire. C'est un peu ça le marchandage du traité de non-prolifération. Il est très discutable, d'autant plus qu'aujourd'hui le nucléaire civil est beaucoup plus remis en question comme moyen de fournir de l'énergie. Et puis on sait qu'il y a toujours des difficultés à bien séparer ce qui est civil, ce qui n'est pas militaire. Tout le grand dossier de l'Iran aujourd'hui, dont on craint qu'il prépare l'arme nucléaire, nous le démontre. C'est difficile de faire la démarcation entre ce qui est nucléaire civil et nucléaire militaire. Donc là, il y a encore une faiblesse, et c'est sûr qu'on devrait parvenir à une interdiction totale aussi des armes nucléaires. Les 3 armes de destruction massive devraient être les 3 interdites. D'autant plus encore, c'est un dernier argument, c'est que si les États nucléaires veulent garder l'arme nucléaire, vous n'empêcherez pas alors certains États de dire, alors nous, en compensation, on veut se garder l'arme biologique qui est un peu considérée comme l'arme nucléaire du pauvre, si vous voulez. C'est pour ça que la seule vraie solution qu'il faut souhaiter, c'est une interdiction totale de ces 3 types d'armes avec des mécanismes de contrôle. Alors maintenant, on a une et demie, on a une qui est interdite mais sans mécanisme de contrôle, puis une qui n'est pas totalement interdite. Maintenant, il y avait, évidemment, si on devait vous parler d'autres armes actuellement, alors ça c'est un petit peu trop long, on en est où, d'accord. Il y a d'autres armes, alors, en dehors de ces 3 grandes catégories d'armes dont l'interdiction est en discussion aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait autre. Non, c'est là qu'il faudrait en parler. Alors, il y a au fond des armes dites classiques, hein, c'est-à-dire des armes qui ne sont pas, au fond, c'est par opposition à ces armes de destruction massive. On a là une convention de 1980, donc il y a déjà le poison, je vous ai parlé du poison, on reconnaît que le poison en tant que tel était interdit. Puis il y a eu, alors sans faire une trop longue énumération, il y a eu les mines antipersonnelles qui ont été interdites, c'était une grande campagne, c'est là que on peut dire que la société civile, c'est-à-dire la population, les organisations non gouvernementales ont certainement joué un rôle important, parce qu'il y a une campagne très forte à l'époque qu'on avait faite pour sensibiliser les États aux problèmes de ces mines antipersonnelles qui sautent encore bien après les conflits, etc. Et puis il y a eu une convention aussi sur les armes à sous-munitions, c'était des sortes de bombes qui lâchent des petites bombes qui sautaient au sol, mais qu'ensuite, dont certaines n'explosaient pas, puis qui étaient en forme comme des petites mines sur lesquelles les enfants sautaient, etc. Et récemment, on a eu aussi une interdiction, puis une interdiction aussi des armes aveuglantes. C'était une possibilité, il y aurait un fusil, on vous tire dessus et vous êtes aveugle. Et puis ça, c'est des rares armes qui ont été interdites par anticipation. Elle n'a jamais été utilisée, puis on a réussi à faire interdire ces armes aveuglantes. Donc ça, c'était quand même un grand succès d'obtenir. Aujourd'hui, les préoccupations portent sur 2 questions, en dehors donc des armes de destruction massive. L'une, c'est les attaques, ce qu'on appelle les attaques cybernétiques, les attaques de cyberespace, hein, l'espace cybernétique, et puis l'utilisation de cet espace à des fins hostiles. Alors ça, c'est compliqué, parce que ça peut être un simple hacker qui vous dérange avec un virus, hein, ça vous est peut-être déjà arrivé sur Internet, mais ça peut aller beaucoup plus loin, parce que ça peut aller tout à coup, il
peut arriver qu'on puisse brouiller des données d'avions qui entreraient en collision, par exemple, ou détruire le système d'un hôpital qui tomberait en panne et dont les malades... Donc on pourrait créer des dommages extrêmement graves avec cela. Et là, il y a une grande préoccupation parce que c'est compliqué, parce que d'abord, il faut définir ce qui est vraiment un acte d'hostilité, ce qui est vraiment au niveau d'une guerre. Hein. C'est un premier problème. Donc il faut définir le seuil de ce qui serait considéré vraiment comme un acte d'hostilité. Puis le deuxième problème, c'est de définir la personne qui a commis l'acte. Est-ce que c'est un État? Aujourd'hui, ça peut être un hacker qui commet des dommages qui causent des dommages extrêmement graves, hein, une personne, un individu, tout seul. Donc, est-ce qu'on est dans un acte qui a été délibérément commis par un État contre un autre État, donc ce qui signifierait un acte de guerre, pratiquement, ou non? Donc, ça, c'est un problème extrêmement délicat qui est beaucoup discuté pour mieux contrôler ce cyberespace et puis éviter quand même ces gros dérapages. Donc, ça, c'est encore quelque chose qui est tout à fait... On est encore dans l'inconnu. Et puis l'autre domaine qui est un sujet de préoccupation, c'est ce qu'on appelle les armes autonomes, mais c'est un petit peu exagéré, mais c'est parce qu'à l'extrême, ce seraient des armes, si vous voulez, dont on perdait le contrôle. Alors, elle n'existe pas vraiment. C'est la seule arme qui serait réellement, je pense, qui pourrait avoir ce caractère d'autonomie, ce serait presque l'arme biologique, parce qu'effectivement, une arme biologique, on risque beaucoup de répandre une substance, puis de ne plus maîtriser du tout, aussi de ne plus pouvoir arrêter la chose. Mais là, on pensait aux armes du type drone, hein, ces engins qui sont donc sans pilote, hein, qui vont sans pilote, alors qu'ils peuvent être utilisés pour photographier par Google pour faire ou bien qui peuvent être aussi utilisés pour aller lâcher une bombe quelque part. Et quand on dit arme autonome, alors là, disons, c'est la question de l'arme qui échapperait à son créateur, hein, qui serait un peu comme le docteur Frankenstein qui crée quelqu'un qui ne maîtrise plus du tout. Ça, c'est pas encore d'actualité, mais on pourrait craindre ça. Mais le débat porte sur le degré d'autonomie qu'on peut... À quel moment est-ce qu'on peut avoir une arme qu'on ne peut plus arrêter? Alors c'est vrai qu'une arme est programmée, puis elle peut aller jusqu'à un certain point toucher son objectif. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Est-ce qu'elle décidera elle-même, toute seule, qui elle doit atteindre, parce qu'on aura tellement bien défini les données que cette arme sera quasi autonome? Ça, c'est une question qui est en discussion maintenant, de savoir jusqu'où on peut tolérer des armes. Alors certains disent, mais finalement, une arme bien programmée sera peut-être moins émotionnelle et plus rationnelle et commettra moins de violations qu'un homme. Il ne faut pas croire que l'homme n'a pas démontré toujours sa grande sagesse. Mais néanmoins, cette idée d'une arme au fond, qui décide toute seule ce qu'elle fait, ou presque, pose une question. Donc, il y a un débat, en tout cas, autour de ces armes dites autonomes, et du degré d'autonomie qu'on pourrait laisser à dire. Ça, c'est les deux grands sujets, si vous voulez, aujourd'hui, qui font débat, outre donc la question des armes de destruction massive. La Convention de 1972 sur les armes biologiques et celle de 1993 sur les armes chimiques débutent en ces termes. Les États partis à la présente Convention, résolus à travailler en vue de la réalisation de progrès effectifs sur la voie du désarmement général et complet. Progresse-t-on vraiment vers ce désarmement général? Certes, il y a des accords, mais le budget militaire augmente. Non. On ne progresse pas. On ne progresse pas beaucoup, et pas assez. Dans le domaine nucléaire un petit peu, mais certainement pas assez. Et on oublie d'ailleurs que le traité de non-prolifération des armes nucléaires contenait une clause d'engagement de se désarmer sur le plan nucléaire qui n'a pas été bien respectée.
Donc là, on n'est pas dans une phase tellement favorable. D'ailleurs, regardez ce qui se passe ces temps, on est plutôt en train d'appeler l'Europe à se réarmer davantage qu'à se désarmer. Donc on n'est pas dans une phase très positive par rapport au désarmement général et complet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'évidemment ça implique aussi une sorte de gouvernance mondiale, désarmement général et complet. Et on est dans une phase de grande méfiance encore au niveau mondial, on n'est encore de loin pas. On ne peut pas avoir désarmement général et complet si on n'a pas en même temps une sorte de garantie de sécurité mondiale. C'était l'idée de l'ONU au début. L'ONU au début devait au fond remplacer les armées nationales. Mais on n'est pas du tout malheureusement dans cette direction aujourd'hui. Qui et comment pourra venir en aide aux victimes d'un événement NRBC? Le CICR en aurait-il les moyens humains, techniques, financiers et juridiques? L'ONU a-t-il déjà mis sur pied un protocole d'intervention? La Convention contre les armes chimiques prévoit l'assistance à un État parti confronté à une attaque ou menace d'attaque au moyen d'armes chimiques. Quelle forme prend cette assistance? Écoutez, bon, moyen juridique, je crois qu'on ne se posera pas tellement de questions juridiques. Il y aura des catastrophes. Donc le problème, il n'est pas tellement là, mais moyens pratiques, techniques, face à une grande catastrophe chimique, nucléaire, biologique. Ça, les médecins du CCR sont penchés là-dessus en voyant plus le risque d'une crise par rapport à des armes chimiques ou radiologiques. Donc il y a eu certains travaux qui ont été faits, mais je ne peux pas vous dire dans le détail ce qu'ils sont. Et de toute manière, ça dépendrait de l'ampleur de cette catastrophe. Il faut pas se faire trop d'illusions. S'il y avait une grande catastrophe nucléaire, regardez la peine qu'on a déjà avec cette maladie d'Ebola. Puis là, on n'est pas dans un conflit armé, quelque chose contre lequel on va essayer de se battre. Donc ce serait bien présomptueux de dire qu'on a maintenant, qu'on aurait les moyens de réellement gérer efficacement une crise suite à une utilisation, alors ça dépend de l'importance de l'utilisation, mais importante d'armes biologiques, chimiques, nucléaires, il ne faut pas se rassurer, on aurait de grandes difficultés à gérer ce type de catastrophe. Dans l'extrait des Thibauts de Roger Martin Dugard, l'auteur, par la voix d'Antoine, s'interroge sur cette idée de codifier la guerre. Que vous inspirent ces propos? Super. Alors, la Chine, c'est fantastique. Je ne pensais pas qu'on arriverait avec la 17e question dans l'heure qui nous était impartie. Mais écoutez, moi, c'est une grande question, cette question. Simplement, c'est une question qui est, je pense, mal posée. On ne peut pas dire il vaut mieux arrêter la guerre que la codifier. Mais évidemment, il vaut mieux arrêter la guerre que la codifier. Mais vous savez, vous avez vu le Titanic. Vous avez vu le Titanic. Puis, l'idée du Titanic, c'est qu'il est tellement sur le bateau qu'il n'y a pas besoin de canot de sauvetage. Puis il n'y a pas assez de canot de sauvetage. Vous avez tous vu le Titanic. Puis après, il manquait des canots de sauvetage. Alors, bon, je crois que c'est un petit peu, on peut comparer. Évidemment qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de guerre, mieux qu'il y ait un monde, et il faut absolument travailler là-dessus. Il faut travailler absolument sur un monde de paix. Ça signifie aussi une structure un peu différente, une ONU beaucoup plus forte, etc. On tolère beaucoup trop la guerre. Mais tant que vous avez la guerre, vous ne pouvez pas simplement dire il vaut mieux qu'il n'y ait pas de guerre, puis on ne fait rien pendant les guerres. Donc s'il y a des guerres, il vaut quand même mieux qu'on essaye d'avoir... si le Titanic coule, il vaut quand même mieux qu'il y ait des canaux de sauvetage, si vous voulez. Ce serait comme dire il vaut mieux lutter contre le cancer que de soigner les cancéreux. Mais ce n'est pas une alternative. Il faut lutter contre le cancer et soigner les cancéreux. Donc il faut lutter pour la paix, mais il faut quand même essayer de faire ce qu'on peut pour que les mines soient peu utilisées pendant les guerres, qu'il n'y ait pas de viol, qu'il n'y ait pas de massacre, qu'il y ait tout ça, puisque les guerres existent. Donc je crois que ce n'est pas du tout
ou bien, hein. C'est vraiment... Et je dirais même que il faut voir dans le droit humanitaire, dans le travail qu'on fait pour faire respecter le droit humanitaire, c'est un travail aussi qui va dans la direction de la paix. Parce que si vous réussissez à ce qu'on respecte les blessés, à ce qu'on respecte la population civile, à ce qu'on ne massacre pas les prisonniers, vous donnez quand même des signaux qui sont positifs. Et au contraire, si vous laissiez dans la guerre les prisonniers se massacrer, des viols et tout ça, ben c'est une spirale infernale. Hein. Il y a une haine qui se développe toujours davantage. Donc au fond, avoir un petit peu d'éléments humains pendant la guerre, c'est aussi travailler à ce que la guerre cesse, qui est évidemment l'objectif principal qu'on doit garder. Il n'y a plus de questions. Voilà, mais c'est étonné.